Dans la plaine de la Crau, une steppe aux confins de la Camargue, on produit ce qui est sans doute le meilleur foin du monde. La submersion régulière des prairies permet d'obtenir un fourrage de très haute qualité. Mais dans la région, l'eau est une denrée rare. On arrose tous les 8 à 10 jours pour faire pousser de l'herbe. Donc ça se fait depuis 4 siècles. Aujourd'hui, on nous demande, l'agence de l'eau notamment, nous demande de faire des économies. Mais voilà, nous, on n'est pas pour faire des économies d'eau parce que l'eau, en fait, on ne la gaspille pas. Elle est dans le milieu, dans l'écosystème et tout le monde en profite. À la fin de l'été, sur les prairies à foin, David Doulière fane l'herbe fraîchement fauchée. Alors là, on entend le foin qui chante, en quelque sorte, on appelle ça comme ça. Il commence à faire son bruit, il est sec, on vient de l'étaler. On a une petite bise du nord. Et cette bise du nord, elle nous aide à sécher. Et là c'est les conditions optimales pour pouvoir le mettre en balle, en fait. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Le foin de Crau, qui fait vivre David et d'autres producteurs locaux, est considéré comme un produit particulièrement noble. En septembre a lieu la 3e et dernière récolte. Quand on passe le mois de septembre, on a une plus mauvaise météo, mais par rapport à la valeur de la plante, de la 3e coupe, toutes les vitamines, tous les éléments nutritifs remontent dans la sève et c'est le top de la coupe au point de vue valeur nutritive. David a presque terminé la récolte. À partir d'octobre, les moutons pourront de nouveau brouter l'herbe sur 12 000 hectares. Oui, là c'est la dernière partie, c'est une parcelle de 22 hectares. Et donc normalement on va mettre 2 heures pour la récolter avec les machines actuelles. On va s'efforcer de la rentrer avant la nuit. David est producteur, mais aussi le plus gros négociant en fourrage de la région. Il est particulièrement fier de son appellation d'origine. Regarde, là on peut voir les ficelles rouges et blanches qui sont bien spécifiques à l'AOC foin de Crau. Il n'y a que le foin de Crau qui peut utiliser ces ficelles. Alors là c'est des balles de 500 kg. À l'état brut, aujourd'hui, départ de la Crau, ça vaut 170 € la tonne. Donc départ de l'usine, ça va coûter 300 € la tonne. Et arriver selon la destination aux Émirats arabes ou autres destinations, ça peut être 500 € la tonne. Et puis revendu avec la marge du revendeur là-bas jusqu'à 800 € la tonne. AOC comme appellation d'origine contrôlée. L'AOP, appellation d'origine protégée, est sa déclinaison européenne. Un label dont ne bénéficient que des produits du terroir, comme les fromages ou le champagne. L'AOP foin de Crau existe depuis 25 ans. Ce foin de luxe est réputé dans le monde entier pour faire des merveilles auprès des chevaux de course. Dans la Crau aussi, on l'apprécie à sa juste valeur. L'élevage Massa a créé sa propre race à partir de chevaux lusitaniens. Les animaux sont exclusivement nourris au foin de Crau. Chaque cheval a droit à un menu personnalisé. Les écuries de Sylvain Massa et de son épouse Anne-Sophie de la Gâtinais en accueillent plus de 450. Alors là, c'est ce qu'ils mangent. Et voilà, chaque cheval a une alimentation particulière par rapport à son état. Et il mange du foin, il mange du grain, c'est du régule digeste, etc. Enfin voilà, toute la petite particularité. Dans ces box, il n'y a que des champions. James Bond de Massa. Alors, Loulou, celui-là, c'est celui qui a gagné. Il a été vice-champion de France dès 5 ans. Eh oui, t'es fier. Et il a été
champion de France dès 6 ans. 6 ans. Et là, il a 7 ans. Donc c'est un super cheval là, très prometteur. Morito. Morito de Massa, c'est un cheval De 5 ans. qui a 5 ans et qui a été là, il est rentré il y a 3-4 jours des championnats de France et il finit 7e. 7e de la grande finale, donc c'est un jeune cheval de 5 ans, mais très prometteur avec un bel espoir. De Grand Prix. Bel espoir. Le Blue Blue, qu'adore qu'on... Bravo de Massa, qui est le cheval de notre rencontre et qui a fait 2 championnats d'Europe. 2 championnats d'Europe, il a aussi gagné des Coupes des Nations, il a gagné des Grands Prix, il a été champion de France, vice-champion de France. Ça, c'est la mascotte, c'est le cheval de notre rencontre avec mon mari, donc c'est un petit peu un cheval de cœur. Voilà. Anne-Sophie voulait acheter le cheval à Sylvain. Le grand-père de ce dernier était un magnat de l'industrie du pneu. Lui-même a été cavalier de dressage dans sa jeunesse. Quand on est dans les chevaux, on connaît l'accro. C'est une légende, l'accro. Une institution. C'est une institution, donc tous les cavaliers connaissent l'accro. Donc je connaissais l'accro et j'ai voulu développer mon élevage dans un des meilleurs terroirs d'herbage du monde. L'objectif de Sylvain était d'élever un cheval de dressage facile à monter. Pour cela, il lui fallait un haras. Et le choix du lieu était une évidence. L'avantage de la plaine de Cros, c'est que d'abord, il y a les vitamines nécessaires, il y a la protéine nécessaire. Il faut savoir que le foin de Cros possède 36 plantes différentes, dont beaucoup de légumineuses, donc de protéines, mais aussi un équilibre phosphocalcique qui est idéal pour la croissance des chevaux. On ne donne aucun complément de quoi que ce soit pendant l'élevage. Ça fait 45 ans que j'élève des chevaux. J'ai 160 juments que j'ai, avec soin, sélectionnés au cours du temps et qui sont aujourd'hui capables de me donner les chevaux qui seront peut-être demain feront partie des meilleurs chevaux du monde pour le dressage. Les chevaux restent au haras au moins jusqu'à l'âge de 3 ans, puis sont vendus aux 4 coins du monde. Dès qu'ils sont sevrés, les poulains sont mis à la prairie. C'est Anne-Sophie qui s'en occupe. Les poulains évoluent en totale liberté, évidemment avec des clôtures, on n'est pas dans une liberté complète, mais en semi-liberté, dans des prairies qui sont assez grandes pour qu'ils puissent s'exprimer, courir, parce qu'un poulain c'est comme un petit enfant. Il a besoin de beaucoup dormir, mais beaucoup jouer. Donc parfois on a des grosses frayeurs parce qu'ils font des grandes accélérations, ils font des demi-tours, ils jouent, ils se cabrent, ils s'agenouillent. Mais bon, ça fait partie de leur évolution, de leur éducation. C'est à l'école des poulains que se trouvent les cracks de demain. Les tarifs aussi sont sportifs. Alors tout dépend, les chevaux qui sont destinés pour des épreuves vraiment, on va dire, olympiques, ça peut aller, c'est des centaines de milliers d'euros jusqu'à 1 million, 2 millions d'euros. Ça, c'est sur des chevaux de haut niveau qui ont vraiment un potentiel et un espoir sur des championnats très importants. Donc l'alimentation, c'est la base de tout. Après, il y a la sélection, mais si vous sélectionnez les meilleurs chevaux et que vous leur donnez à manger des cailloux, il va y avoir des carences énormes. Donc, dès que vous allez devoir les travailler plus fort, il va y avoir les tendons qui vont lâcher, les problèmes dans les os. Enfin, tout ça, ça va engendrer des soucis. Je veux dire, un enfant, on sait très bien ce que c'est, un enfant carencé. Et c'est pareil pour un cheval. Mais qu'est-ce qui rend le foin de Cros si particulier ? David Doulière et son ami Didier Tron, le responsable du syndicat du foin de Cros, vont inonder une prairie, comme le veut la tradition. Et c'est justement ce qui fait la différence. Alors, on pratique l'irrigation par submersion.
C'est-à-dire que là, l'eau, elle va monter jusqu'à la prochaine martelière. Les martelières, ce sont des vannes en tôle. Hein. L'eau, elle va monter et puis elle va déborder sur le champ pour aller jusqu'à l'autre bout de la parcelle. Avant que l'eau atteigne le bout de la parcelle, l'arroseur va ouvrir la martelière et faire le coup suivant, ainsi de suite jusqu'au bout du champ. L'eau de la Durance est chargée en alluvion et c'est ce qui a enrichi la Crau sèche originelle. À la base, elle était beaucoup plus sèche que les prairies qui ont été irriguées depuis 2, 3 ou 400 ans. À raison de 120 litres d'eau à la seconde, il faut 2 heures pour noyer un hectare. Dans 8 heures, cette prairie se transformera en petit lac. Les agriculteurs ont le droit de submerger la plaine tous les 10 jours à tour de rôle. Le résultat, un sol fertile et un foin savoureux. Mais l'eau de la Durance est aussi utilisée pour l'alimentation en eau potable de la région. Le canal de Marseille, construit au XIXe siècle, est la principale source d'approvisionnement en eau potable de la cité phocéenne. Annick Mièvre, directrice régionale de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, n'est pas très optimiste pour l'avenir. Les projections sur les évolutions du climat d'ici 2050 environ nous laissent penser qu'on va avoir une diminution importante du débit des cours d'eau, en moyenne de 30% sur l'année d'ici 2050 dans notre région, mais même jusqu'à 50% l'été, c'est-à-dire 50%, la moitié moins d'eau l'été qu'on l'a couramment, qu'on le connaissait couramment jusqu'à maintenant. On imagine que quand on va devoir décider entre boire de l'eau, donner de l'eau aux agriculteurs, donner de l'eau aux industriels, remplir la côte du lac de Serponçon pour les touristes et qu'on n'aura plus suffisamment d'eau pour permettre tout ça, on sent bien qu'il y a des tensions qui vont se créer, que chacun va se replier sur ses propres acquis et on pourra peut-être en venir à des sujets conflictuels assez graves. Afin de mieux gérer les ressources en eau disponibles, la ville de Marseille a investi 1,5 million d'euros pour moderniser le canal. Emmanuel Guillol, directeur d'exploitation adjoint de la société Eau de Marseille, inspecte, en compagnie d'Annick Mièvre, une écluse dotée d'une nouvelle technologie. Là, c'est une hauteur classique ou vous êtes comment en termes de... C'est une hauteur classique, bien que hier il y a eu de la pluie, etc. Non, la hauteur elle est maintenue constamment. Cette vanne dernier cri ralentit le débit et empêche l'eau qui n'a pas été utilisée de retourner à la mer. La distribution de l'eau est supervisée et commandée électroniquement. C'est relais où il y a la supervision panorama qui permet aux agents qui sont en 3-8 de réguler, de contrôler la régulation automatique du canal de Marseille et d'intervenir à distance quand il peut y avoir une dérive de la régulation, un événement exceptionnel, s'il y avait des versements d'eau dans le canal. Avant ces vannes, qu'est-ce qui se passait? On avait toujours, nous consommateurs marseillais, autant besoin d'eau. Donc on amenait de l'eau à Marseille par excès pour être sûr de ne pas manquer. Et l'eau, elle débordait et elle retournait au milieu naturel, donc une certaine forme de gaspillage. On peut désormais économiser l'équivalent de la consommation de 3 à 4 000 personnes. Mais on ne fera pas mieux. On arrive peut-être aujourd'hui à une limite en termes de fonctionnement du canal puisqu'il faut laisser un minimum d'eau quand même en permanence dans le canal pour des questions de sanitaire. Sinon l'eau en fait tourne tout simplement. Annick continue de chercher des sources d'économie à Marseille. Et elle attend des agriculteurs de la Crau qu'ils en fassent autant. Le gros levier, ça reste le monde agricole, puisqu'on est une région où les cultures sont beaucoup arrosées par des canaux gravitaires, c'est-à-dire que l'eau coule en permanence et n'est pas régulée. Et en changeant simplement le mode d'irrigation, sans même parler de changer de type de production agricole, on peut déjà faire de grandes économies, puisque quand on passe de l'irrigation donc gravitaire par les canaux à de l'irrigation par aspersion, on diminue par 5 les volumes utilisés.
Pour l'instant, les producteurs de foin comme David et Didier sont encore libres d'arroser leurs champs à leur guise. Mais ils ont compris que leur droit séculaire à l'eau risquait d'être bientôt rogné, et injustement à leur sens. On arrose tous les 8 à 10 jours pour faire pousser de l'herbe. Donc ça se fait depuis 4 siècles. Chaque arrosage, c'est à peu près 1000 m3 d'eau. Et comme on fait 15 à 20 arrosages, en moyenne, on considère qu'on utilise 20 000 m3 d'eau par hectare et par an. Mais la plante n'utilise que 20%, le reste s'infiltre dans la nappe phréatique. Et cette nappe phréatique, qui est en fait une nappe artificielle, alimentée par les irrigations des prairies de Foin-de-Croc, sert à alimenter en eau potable près de 300 000 habitants. Si on réduit notre eau, on n'aura plus assez d'eau par rapport à la démographie, à ces 300 000 personnes qui ont l'habitude et qui se sont installées dans la région. Alors, gaspiller de l'eau, comment? Si on fait des économies, et ben d'un autre côté, il y en aura moins dans la nappe. Aujourd'hui, on nous demande, l'agence de l'eau notamment, nous demande de faire des économies avec des systèmes de vannes automatiques, d'électrovannes, etc. On peut gagner un petit peu de l'eau. Après, l'eau qu'on va gagner, c'est le milieu naturel et la nature qui va le perdre. Donc, il faut savoir où on met le curseur, quoi. Voilà. Et politiquement, c'est très difficile à défendre cette position. Mais voilà, nous, on n'est pas pour faire des économies d'eau parce que l'eau, en fait, on ne la gaspille pas. Elle est dans le milieu, dans l'écosystème et tout le monde en profite. Ils préféreraient submerger encore plus de prairies pour produire encore davantage de foin. David fait face à une demande en progression constante. Son frère Max est responsable de la vente. Il reçoit l'appel d'un éleveur en Inde. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes avec vos amis, est-ce que je vois? Mes chevaux sont derrière moi. C'est bien. Le nouveau foin leur plaît? Ils l'adorent. Max, vous avez des nouveautés? Je voudrais du foin de croc. On va en rentrer. Je demande à David de vous le montrer. David, j'ai un client qui veut voir du foin de croc. Justement, j'amène la balle. Très beau. Le foin de croc est le top de la qualité pour l'alimentation des chevaux. Vous le voulez pour quand? Pour le mois de janvier. Ça marche. Le foin de croc est très prisé des éleveurs de chevaux dans le monde entier. Les doulières ont des clients en Suisse, au Suriname et au Koweït. Et leurs affaires marcheraient encore mieux sans la problématique de la pénurie d'eau. L'eau qui sert à submerger les prairies à foin de la Croc vient de la Durance. Cette rivière alpine coule par un canal construit au XVIe siècle pour pouvoir cultiver la plaine aride. Depuis, le canal de l'EDF a dérivé une partie des eaux de la Durance. À partir de cette écluse, Gaëtan Guichard est en charge du canal. Il veille à ce que l'eau soit répartie entre les agriculteurs de façon équitable et sans gaspillage. Mais beaucoup en demandent plus, invoquant entre autres la sécheresse croissante. Gaëtan suit en temps réel la consommation et le niveau de l'eau dans le canal sur son ordinateur portable. L'eau qui arrive sur ce territoire provient des Alpes du Sud. Et nous avons une prise sur ce canal qui arrive jusqu'ici, après avoir alimenté une centrale hydroélectrique. Il se bat sur plusieurs fronts malgré un budget restreint. Certaines parties du réseau de canaux d'irrigation dans la Croc sont encore d'origine et sont devenues vétustes. Les agriculteurs paient l'eau entre 80 et 230 € l'hectare par an. C'est à peu près suffisant pour maintenir le canal en état, mais celui-ci doit être modernisé en profondeur. Ici, on est au tout départ de ce système d'irrigation qu'on voit bien sur cette carte parce qu'on voit que c'est un système qui fonctionne comme le réseau sanguin, qui va alimenter petit à petit, comme on le voit ici, plusieurs canaux, des centaines de canaux qui vont petit à petit se diviser encore pour aller jusqu'à la parcelle. Et c'est ce qu'on voit sur cette carte.
en suivant la pente, uniquement la pente, sans consommer d'énergie, ces canaux, par la gravité, vont aller irriguer tout ce territoire. Chaque parcelle est liée à un droit à l'eau, qui existe parfois depuis 400 ans. Les agriculteurs ont donc un droit à l'irrigation. Le canal principal alimente à lui seul 10 000 hectares, mais la demande dépasse l'offre. Malheureusement, on fait partie des rares territoires où on a des demandes en eau, où les agriculteurs souhaitent encore se développer, ce qui n'est pas le cas partout. On a le soleil, on a des terres, il nous manque juste de l'eau pour satisfaire cette demande. On a 2500 hectares qui ont besoin d'eau, qui ne sont pas satisfaits actuellement, pour de nouvelles cultures comme l'amandier ou l'olivier, mais aussi pour des créations de nouvelles parcelles de foin de cros. Donc ça fait partie des nouveaux besoins, et puis aussi des besoins qui naissent du fait de l'évolution du climat, où on se rend compte que pour arroser une même parcelle, il faut plus d'eau qu'avant. Qu'adviendrait-il de la Crau si les prairies n'étaient plus submergées ? Axel Wolf, du Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, traverse le Coussoul, la Crau sèche. C'est la plus grande steppe d'Europe occidentale. Elle a perdu les 4/5 de sa superficie d'origine. Il y a 20 ans, une partie de la Crau a été classée réserve naturelle nationale. L'objectif principal de ce classement, c'était d'abord d'empêcher la destruction de ce milieu naturel par les aménagements, par l'irrigation, la mise en culture. Et l'équipe du Conservatoire d'espaces naturels fait respecter la réglementation qui s'applique sur cette réserve, qu'il s'agisse de cueillette, de dérangement des animaux, d'utilisation du feu, etc., de déchets. À cet endroit se trouve un ancien lit de la Durance. Il y a des milliers d'années, la rivière a modifié son cours. L'agriculture était impossible sur le sol dur comme la pierre. Un biotope unique a alors vu le jour, accueillant jusqu'à 70 espèces végétales au mètre carré, ainsi que des oiseaux rares comme le gangakata ou l'alouette calandrelle. Au début de sa carrière, Axel voulait protéger la nature à la montagne, mais il a été muté dans la Crau. J'ai atterri ici, complètement par hasard. Je n'avais jamais entendu parler de la Crau. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au début, quand je voyais cette étendue vide, alors c'était en plein hiver en plus, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire ici pendant 2 ans, ça va vraiment être l'horreur. Et petit à petit, j'ai commencé à connaître, à comprendre, à découvrir les gens aussi, l'histoire, l'archéologie, la faune, la flore, l'agriculture, la société. Et au bout de 2 ans, en fait, je me suis aperçu que je commençais à comprendre cet espace-là et son milieu. Et je me suis dit que maintenant que je commençais à comprendre, c'était un peu bête de partir. Et donc voilà, c'était il y a 25 ans. Une grande partie de la steppe, longtemps considérée comme inutile, est tombée dans l'escarcelle des agriculteurs et des promoteurs immobiliers. Bien sûr, il y a une réduction des surfaces de Crau sèche qui ont posé des problèmes et il y a certaines espèces rares et menacées qui ont souffert de cette disparition de leur habitat de pelouse sèche. Et quelque part, finalement, ça a aussi enrichi finalement le milieu à l'échelle du paysage. On a aujourd'hui des oiseaux, par exemple, qui vivent en Crau sèche, mais qui à certaines périodes de l'année vont dans la Crau irriguée pour s'alimenter parce qu'il y a plus de ressources alimentaires là où c'est irrigué que là où ça ne l'est pas. Axel n'est pas contre la production de foin gourmand en eau. Les prairies humides auraient un intérêt écologique puisqu'elles n'utiliseraient quasiment pas de pesticides. Non loin de l'autoroute, David Doulière gère un entrepôt ultramoderne. Outre la sienne, il met en balle la récolte de 300 autres agriculteurs, ce qui fait de lui le plus grand exportateur de la Crau. C'est une machine américaine qu'on a importée. Et donc, si tu veux, là, on met les balles récoltées dans le champ, les balles classiques de 500 kg.
C'est une table d'alimentation. Quand la balle va arriver à ce niveau, il y a un palpeur qui va mettre la balle à champ, prête à être découpée. Alors là, c'est le poste d'opération. Donc là, l'opérateur a sélectionné le poids des balles. T'as mis combien, Alfredo, de poids de balle là, on travaille à 74 kg par unité compressée. Là, on est à 74 kg pour pouvoir faire 2 balles de 35 kg. Il y a un gros vérin qui pousse le foin, qui compresse le foin à 500 tonnes au centimètre carré. Une fois compressées, les balles de foin ont perdu la moitié de leur volume, ce qui réduit le coût du transport. Le foin est embottelé avec de la ficelle rouge et blanche, spécifique au foin de Crau. La récolte 2021 est particulièrement bonne, malgré des pluies anormalement abondantes dans la Crau comme ailleurs. David traite 12 000 tonnes de foin et le vend dans 26 pays. C'est 300 familles qui vivent du foin. Et leur foin, ce qui est génial, c'est que leur foin finit par voyager dans le monde entier, quoi. Les gens des Émirats, les Russes, les Chinois, quand ils viennent en France, ils viennent pour la gastronomie. Ils viennent pour le luxe, ils repartent avec des sacs Chanel. Quand ils achètent des chevaux en France, et quand dans leur tête ils se disent « Tiens, mais ils doivent faire du foin en France. Ils doivent faire du foin de la même qualité que leur gastronomie et que leur maroquinerie et tout ça. » Donc c'est pour ça qu'on s'est organisé à répondre. David a grandi dans le Massif central. Avant, il élevait des vaches et fabriquait du fromage. Il y a 25 ans, il s'est installé dans la Crau pour y cultiver du foin, réalisant ainsi un rêve d'enfant. Coucou. Ça va? Passez une bonne journée. Oui. On a un petit coup. Oui. Comment ça s'est passé en... Super. Super journée. Bien fonctionné à l'usine. Et mes oncles étaient agriculteurs. Et donc, il y a 50 ans, il y avait des grosses meules de foin. On faisait le foin avec des chevaux. Et pour moi, c'était le dimanche, on allait manger en famille. On les retrouvait en train de faire les foins, mes oncles et mes cousins. Et nous, c'était la rigolade, c'était super. On montait dans la grange, on sautait dans le foin. Alors, toutes ces odeurs, les chevaux, ça m'a imprégné et ça m'est resté. Sûrement, ça m'a influencé pour faire ce métier, quoi. David a réfléchi à la façon d'assurer durablement l'approvisionnement en eau pour son foin AOP. Je ne sais pas s'il y a vraiment moins d'eau, mais elle n'est pas là au moment où on l'attend. Donc c'est de créer des réserves. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes d'eau parce que les canaux eux-mêmes absorbent de l'eau. Il y a des rongeurs qui créent des terriers. L'eau s'enfuit un peu de partout. Et quand on met des tuyaux enterrés, on gagne en consommation d'eau. C'est incroyable, quoi. Après, quand même, il faut faire attention parce que ces canaux d'irrigation, il faudrait peut-être faire que pour les plus petits, garder les principaux. Il y a quand même un autre enjeu, c'est qu'au niveau quand même de la faune, c'est aussi, pour toute cette faune qui est importante dans la région, un moyen aussi, ils viennent s'abreuver. Il faut être sûr que ça ne va pas avoir des conséquences dans l'autre sens, de mauvaises répercussions. De toute façon, ce serait irréalisable. Il faudrait poser des centaines de kilomètres de conduites pour distribuer l'eau sous terre. Les coûts seraient prohibitifs. Même les éleveurs du cheval Massa n'aimeraient pas être obligés de renoncer au foin de Crau. Anne-Sophie supervise l'entraînement de son jeune prodige. Tu peux changer de main si tu veux. Prends le détend et puis après on reprendra un peu, on le laisse un peu souffler. S'appuyer, changement de pied et puis après ce sera... David et Sylvain se sont donné rendez-vous. Ça va David? Ça va. Ça va? C'est Loch Ness de Massa. Sylvain possède plusieurs champs juste derrière ses écuries. Il a défriché pour pouvoir cultiver du foin. Lui aussi veut préserver la ressource en eau. Grâce à la télémétrie laser, les tracteurs aplanissent parfaitement le terrain, en ménageant une très légère pente. Elle permet d'économiser environ 1/5 d'eau lors de l'arrosage. David Doulière a trouvé cette solution pour pérenniser la culture du foin de Crau.
Ça a changé. Alors là, on est en train d'ameublir le sol ici. Et on fait l'écoulage, on le fait là. Exactement. Là, ça va continuer à descendre. Tout à fait. Là, ils prennent tout, ils mettent tout là-bas. Voilà, il est en train de te mettre 3,4% de pente. Et on va le faire arriver ici. Donc là-bas, la prise d'eau. Là, ça va être bien planifié de partout. Une économie d'eau super. Tu pourras même en reprendre pour la Bretonne. Pour les parties qui ne sont pas encore nivelées. Parce que là, tous les écoulages vont dans le canal d'écoulage là qui va réalimenter l'arrivée de Bretonne et de Piliers. Voilà. Ah, voilà, il n'y a pas de gaspillage du coup. Non, c'est super. Reste à savoir si l'idée fera son chemin dans d'autres prairies de la Crau. David a une dernière idée, une vision plutôt, pour sauvegarder la culture du foin de Crau. Oui, on nous annonce 5 degrés supplémentaires, donc c'est vrai que ça va modifier quelque chose. Hein. Enfin, moi, je reviens souvent là-dessus et j'aimerais qu'il y ait une mobilisation pour classer alors, c'est pas si simple, hein, mais classer la Crau pour la préserver, par exemple, à l'UNESCO ou des gros organismes comme ça qui préservent un tel biotope, quoi. C'est quand même incroyable d'avoir ça en France. Il faut absolument le préserver. Hein. Mais même dans ce cas, l'eau serait distribuée en priorité aux humains avant d'être consacrée à l'irrigation. Le foin de Crau est voué à se raréfier et dès lors, à devenir encore plus cher.